Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire AST Grand Lyon sur le repérage et l'évaluation et la prévention des risques liés au radon. Nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour suivre ce webinaire. Donc moi, on va se présenter. Moi, je suis Pascal Rouge, référent risque chimique à l'AST Grand Lyon. Et j'ai à côté de moi Pierre-Marie René. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, donc Pierre-Marie René, je suis infirmier en santé au travail et référent radon pour l'AST Grand Lyon. Voilà, donc on a essayé de vous simplifier le sujet du radon qui peut être un petit peu compliqué puisqu'il est à la fin, c'est des notions qu'on n'a pas l'habitude de traiter. On va vous présenter un petit peu le sujet et on y aura à la fin du webinaire, on va réserver quelques minutes pour répondre à vos questions. On va attendre il y avait beaucoup d'inscrits, on va attendre encore quelques minutes pour que tous les inscrits puissent prendre le temps de se connecter. Et si certains d'entre vous peuvent lever la main pour signifier si vous nous entendez bien ou si vous nous entendez pas bien. Donc, merci. Donc, vous nous entendez. On va encore attendre quelques minutes pour patienter les retardataires. Et puis après, on démarrera, ils prendront le webinaire en cours de route. Donc, ce qu'on peut vous dire dès maintenant, c'est que aujourd'hui, on va vous présenter les éléments essentiels sur ce risque radon. On vous proposera à la fin du webinaire un nouveau rendez-vous pour répondre à vos questions un petit peu plus précises sur les sujets qui vous auront posé problème dans l'évaluation de ce risque dans votre entreprise. Donc, on vous proposera un nouveau rendez-vous en fin de webinaire. Bon, on va démarrer. Les personnes qui arrivent après prendront le webinaire en cours de route. Donc, le radon. Donc, effectivement, c'est un risque qui est méconnu et qui est pourtant présent en entreprise et de manière assez variable selon les territoires. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, ce webinaire sera divisé en trois parties. On va vous présenter le risque radon. Ensuite, on va vous présenter des éléments essentiels de la démarche d'évaluation pour savoir si vous êtes concerné, pas concerné ou concerné de manière incertaine. Et ensuite, nous répondrons à vos questions. Alors, on va commencer par aborder la généralité sur le risque radon. Alors, qu'est-ce que c'est que le radon? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gaz naturel qui est radioactif. Donc, effectivement, il est issu d'une décomposition de l'uranium. Donc, il est issu des sols qui contiennent une petite quantité d'uranium. L'uranium, en se décomposant, puisqu'il est radioactif, libère du radon radioactif qui lui-même pourra se désagréger, se désintégrer en d'autres descendants, donc des descendants d'autres éléments qui sont eux-mêmes radioactifs et solides. Donc, par exemple, le polonium, le plomb, le bismuth. Donc, on voit qu'on a affaire à un grand nombre d'éléments différents qui sont tous radioactifs. Donc, effectivement, ce radon, il est classé cancérogène pulmonaire par le CIRC, cancérogène certain, donc on est sûr de son impact cancérogène, depuis 1987. Et en fait, on estime à environ 3000 décès par an qui sont causés par le radon. Donc, quel repère on a pour savoir si on est exposé de manière importante ou de manière raisonnable? On a une concentration qui s'exprime en becquerel par mètre cube qui s'appelle l'activité volumique et qui va nous permettre d'un peu d'évaluer notre niveau d'exposition et qui vaut mieux ne pas dépasser. Donc, le seuil à ne pas dépasser, c'est 300 becquerel par mètre cube. Alors, les effets pour la santé, on l'a dit, c'est un cancérogène certain selon le Centre international de recherche contre le cancer. Donc, il est cancérogène certain pour le poumon et en France, responsable de 3000 décès par an. Ce qu'il faut savoir, c'est que le radon, il a une coexposition avec le tabagisme et un effet multiplicatif avec celui-ci. Donc, on estime, enfin, on connaît, les scientifiques nous disent qu'il multiplie environ par 20 le risque de développer un cancer du poumon quand il y a association de tabagisme avec une exposition au radon.
Donc, Pierre-Marie va maintenant vous présenter les aspects réglementaires. Donc voilà, donc comme l'a dit Pascal, au fait, on retrouve ici donc un gaz radioactif qui va générer donc des risques pour la santé, que ce soit pour la santé des travailleurs sur leur lieu de travail, également d'une manière plus générale en fait en termes de santé publique, puisque en fait il est présent dans tous les locaux, même les locaux d'habitation. C'est pourquoi en fait rapidement en fait il y a un cadre réglementaire qui a été institué dans un premier temps au niveau européen via la directive Euratom, qui est en fait une directive européenne qui concerne vraiment toute exposition au rayonnement ionisant. Et sa transposition en droit français concernant le radon spécifiquement, elle est arrivée qu'en 2018 par un décret, le 4 juin 2018, et inscrite dans le Code du travail à l'article suivant, donc R4451-1. Et qu'est-ce que ça va dire? Tout simplement, en fait, ça va placer le risque radon au même niveau que tous les autres risques professionnels. C'est-à-dire que tout employeur est donc dans l'obligation de procéder à une évaluation du risque radon dans les lieux de travail. Alors, il est précisé dans cet article que seuls les lieux de travail qui sont situés en sous-sol et rez-de-chaussée des bâtiments sont concernés. Alors, en tenant compte des zones qui sont mentionnées dans le Code de la santé publique, on va développer ça plus tard. Et également dans certains lieux de travail qui sont spécifiques, notamment ceux où sont réalisés des travaux souterrains, y compris les mines et les carrières. Voilà, donc avant de rentrer vraiment dans la partie plus technique de l'évaluation, on va essayer de savoir un petit peu plus de quoi on parle, et notamment de savoir où on retrouve du radon. C'est ça qui va nous intéresser dans un premier temps. Donc, on va parler de la notion de potentiel radon. Alors, en fait, le potentiel radon, c'est quoi? Quand on cherche à savoir où est-ce qu'on retrouve du radon sur la surface de la Terre, en fait, on en retrouve absolument partout. C'est juste qu'il est présent à des teneurs qui sont très variables. Sa concentration dans l'air, elle est variable en fonction de différents facteurs. Ces facteurs, ils peuvent être des facteurs géologiques. Donc là, on va parler ici de potentiel radon en fonction en fait, de la géologie des sols. Des facteurs atmosphériques qui sont liés, eux, aux conditions météorologiques. Et également des facteurs humains qui, eux, sont en lien avec la qualité de la construction des bâtiments et des locaux de travail, mais également de leur utilisation, c'est-à-dire de la maintenance, de l'aération des locaux. Voilà, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui vont aggraver ou non la concentration en radon dans les locaux. Donc vous voyez ici sur le schéma qui est représenté, que vous soyez par exemple en Bretagne ou en Île-de-France, d'emblée déjà, les concentrations en radon ne seront pas du tout les mêmes dans l'air. Et donc, en fait, ça, c'est complètement lié au fait à ce qu'on appelle le potentiel radon et donc à la géologie des sols qui occupent sur les territoires. Alors, pour venir un petit peu plus précisément sur cette notion, on va insister un petit peu sur cette notion du coup de potentiel radon. En fait, qu'est-ce que c'est que le potentiel radon concrètement? Et bien, en fait, c'est une probabilité de dépasser la valeur de référence dont vous parlez, Pascal, tout à l'heure, qui est en fait une activité volumique de 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle. Donc ça, c'est dans l'air ambiant. Alors, pour cela, l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, a classé en fonction de la nature géologique des sols de chacune des communes en France métropolitaine et dom-tom en 3 catégories les communes. Donc en fait, on retrouve des communes catégorie 1, 2 et 3. La catégorie 1, ce sont les communes où plus de 98% des bâtiments ont une teneur en radon qui est dite faible. Donc c'est-à-dire qu'en fait, leur teneur en radon, elle est inférieure à la valeur de référence de 300 becquerels par mètre cube. Donc inversement, on comprend aussi qu'il y a quand même moins de 2% pour lesquels il y aura des dépassements de la valeur de référence. Donc ça n'exclut pas le risque sur ces territoires. C'est la probabilité qui est plus faible. En catégorie 2, on va avoir des facteurs géologiques qui vont faciliter le transfert du radon vers les bâtiments, à savoir notamment des porosités dans les sols, et qui vont faire qu'on va avoir une plus grande probabilité de dépassement de la valeur de référence. Elle sera comprise entre 2 et 10% de la part des bâtiments sur ces territoires. Et enfin, les communes qui sont en catégorie 3, c'est celles qui vont le plus nous intéresser. Pourquoi? Parce que là, plus de 10% des bâtiments ont une teneur en radon dite élevée, c'est-à-dire au-dessus de la valeur de référence de 300 becquerels par mètre cube. Donc, c'est une des premières questions à se poser en termes de repérage, à savoir, en fait, sur la commune sur laquelle les lieux de travail sont présents, quelle catégorie de commune vous êtes. Voilà. Alors, pour le savoir, vous allez directement sur le site de l'IRSN. Et en fait, l'IRSN a fait une cartographie
Donc ici, en fait, on vous a montré, on a fait un zoom sur l'agglomération de Lyon et vous retrouvez finalement toute la zone plus foncée orangée qui représente au fait les communes qui sont en catégorie 3. Donc on voit qu'au fait, on a vraiment une forme de croissance sur l'ouest lyonnais où en fait toutes ces communes-là sont toutes catégorie 3, donc plus de 10% des bâtiments qui sont potentiellement en dépassement de valeur limite en valeur de référence. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que catégorie 3 ne signifie pas systématiquement un dépassement des valeurs de référence, c'est la probabilité qui est augmentée. Et c'est surtout qu'en fait, c'est ce que dit l'IRSN, c'est qu'il y a une portion du territoire communal qui est concernée, mais pas tout le territoire communal. Ceci dit, ils n'ont pas le niveau de précision pour dire quelle partie du territoire communal. Donc c'est toute la commune qui est classée en catégorie 3. Inversement, quand on est en catégorie 1, ça n'exclut pas le risque d'avoir des dépassements de la valeur de référence. Très bien. Donc, nous allons maintenant voir un peu plus précisément les impacts de la construction et l'utilisation des locaux sur l'exposition au radon. Donc, on a ici un bâtiment qui est représenté avec des flèches rouges qui montent du sol jusqu'au sous-sol, au rez-de-chaussée, puis aux différents étages. Et donc, on voit bien que par pénétration dans le bâtiment, une fois que le radon a pénétré le bâtiment, il peut, via les portes, via les montées d'escalier, les ascenseurs, les aérations, il peut se diffuser dans tout le bâtiment. Donc, les caractéristiques propres au bâtiment qui influencent la pénétration du radon sont grosso modo les suivantes, hein, procédé de construction, type de soubassement, système de ventilation. Effectivement, si les murs sont poreux, le radon va pouvoir passer. S'il y a des failles dans les dalles, à ce moment-là, le radon va pouvoir passer. A fortiori, s'il y a des montées d'escalier, des portes ouvertes, des ventilations, enfin, qui sont exposés au radon, toute ouverture va pouvoir permettre une pénétration facilitée du radon. Ce qu'il faut, il y a aussi c'est un cas un petit peu plus particulier. Quand il y a des approvisionnements d'eau, des eaux souterraines qui sont dans les caves, notamment s'il y a une prise d'eau à cet endroit-là, il faut être vigilant sur les émissions des eaux souterraines en radon, puisque le radon peut se dissoudre dans les eaux et être libéré quand ces eaux sont en contact avec l'air. Donc l'exposition aux eaux souterraines peut être une source d'exposition au radon. Si vous avez cette typologie dans vos entreprises, soyez vigilants. Concernant l'aération des locaux, donc l'aération des locaux, c'est un dispositif réglementaire. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'élimination du radon dans les locaux de travail, elle dépend du taux de renouvellement d'air. Ce taux de renouvellement d'air, il peut être apporté par des ventilations mécaniques générales ou bien par une ventilation naturelle permanente. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la mise en place d'un système de ventilation mécanique, il est obligatoire en fonction du volume par occupant. Par exemple, si vous êtes dans des locaux sans travail physique léger, il faut 15 mètres cubes. 15 mètres cubes. Ah non, c'est là, oui, c'est là, effectivement. Pour des locaux de 15 mètres cubes où on effectue un travail léger, il y a une obligation d'installer une ventilation mécanique. Pour les autres locaux, le volume est de 24 mètres cubes. À noter que lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le Code du travail prévoit un débit minimal d'air neuf à introduire par occupant en fonction de l'activité. Et c'est là où il faut être vigilant parce que ce débit minimal d'air neuf, il faut le surveiller. Il faut garantir que la ventilation mécanique contrôlée qui est en place, elle est efficace. Effectivement, il y a des documents qui montrent que des VMC non efficaces dans des bâtiments exposés au radon ne protègent pas du tout du risque radon. Donc, si vous avez des VMC qui sont installés dans vos locaux, une vérification de l'état de fonctionnement de ces VMC est indispensable et vous donnera des garanties de protection. Voilà, donc là, avant de rentrer vraiment dans la démarche de prévention en tant que telle, on va rappeler au fait quelques principes importants, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, le risque radon a été inscrit au même niveau que tous les autres risques professionnels dans le Code du travail. Ça signifie qu'en fait, les principes généraux de prévention s'appliquent pour le risque radon. Et donc, une évaluation du risque est obligatoire. Cette évaluation du risque doit être consignée dans le document unique
Et si nécessaire, bien sûr, on doit prendre des mesures de prévention par rapport à ce risque. Alors, c'est pareil, c'est une notion qu'on a déjà abordée, mais donc le niveau de référence, on rappelle qu'il est fixé en droit français à 300 becquerels par mètre cube en moyenne annuelle. Ceci dit, il faut vraiment pas retenir cette valeur comme un objectif à atteindre, mais plutôt une valeur à ne jamais dépasser. Et surtout, il y a un principe qui a été défini par le CIPR, hein, qui est l'institution vraiment internationale reconnue en termes de prévention des expositions aux rayonnements ionisants, qui est le principe d'optimisation de dose, à savoir qu'en fait, chaque exposition aux rayonnements ionisants doit être maintenue à un niveau aussi bas que raisonnablement possible. Donc 300 becquerels par mètre cube, on peut descendre plus bas et l'employeur doit s'engager à réduire encore plus bas. C'est-à-dire que, alors raisonnablement dans le sens où bien sûr on va pas non plus engendrer des contraintes qui vont nuire par exemple aux performances énergétiques des bâtiments. Mais ceci dit, voilà, 300 becquerels par mètre cube, c'est pas un objectif en tant que tel. On peut descendre plus bas, bien sûr. Je tiens juste à préciser sur ce point-là, notamment que l'Organisation mondiale de la santé avait défini, elle, un niveau de référence à 100 becquerels par mètre cube. Pourquoi? Parce que on considère, d'après plusieurs études épidémiologiques qui sont récentes, on a montré que finalement, on a une augmentation significative des risques de cancer des poumons à partir de 100 becquerels par mètre cube. Donc voilà, c'est pour vous dire que finalement, alors si on mettait 100 becquerels par mètre cube, le problème c'est qu'au niveau français, c'est la moyenne de tous les bâtiments en France, donc c'était pas réalisable. C'est pourquoi en fait le droit français a retenu 300 becquerels par mètre cube. On revient donc sur les lieux de travail concernés par cette évaluation des risques. Donc on l'a dit tout à l'heure, dans le code du travail, c'était inscrit comme tel, au moins tous les sous-sols et les rez-de-chaussée des bâtiments. Ceci dit, il y a une notion qui est importante ici. Si jamais vous avez des dépassements du niveau de référence au niveau des rez-de-chaussée, il est fortement recommandé de faire des mesures au niveau des premiers étages parce qu'il y a des risques d'avoir des potentiels dépassements, même au niveau du premier étage, si jamais c'est le cas au rez-de-chaussée. On retrouve également donc les lieux de travail spécifiques, comme on disait tout à l'heure, avec tout ce qui est cavité souterraine et des ouvrages enterrés. Sans oublier également tous les locaux qui pourront être occupés par le personnel de maintenance, et on pense notamment des travailleurs d'entreprises extérieures qui sont régulièrement situés en sous-sol, ces locaux, et donc occupés de manière à long terme en fait, sur l'année, et susceptibles en fait, d'être des locaux qui accumulent beaucoup de radon dans l'air. On va maintenant voir la démarche d'évaluation du risque radon. Alors, il y a deux étapes dans l'évaluation du risque radon. La première étape, c'est l'analyse documentaire. Donc, en fait, il ne faut pas forcément imaginer que vous allez tout de suite aller mettre des détecteurs dans vos locaux pour évaluer votre risque radon. La première étape, c'est vraiment l'analyse documentaire. Elle va servir à définir si un mesurage est nécessaire. Et donc, en deuxième temps, si l'analyse documentaire a démontré ou laisse planer le doute sur vos expositions au radon, eh bien à ce moment-là, un mesurage quantitatif va être nécessaire. Alors, on va détailler l'analyse documentaire, enfin détailler de manière assez synthétique pour que vous puissiez vous approprier facilement la démarche. Donc, il y a 4 étapes dans l'analyse documentaire. Et la première, c'est l'importance de la source radon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement aller rechercher le potentiel radon de la commune. Effectivement, on va, sans être alarmiste ou sans être rassuriste, on ne va pas avoir la même interprétation du niveau de risque si on est situé sur une commune en catégorie 1, 2 ou 3. Donc c'est important, la première étape, c'est d'aller rechercher le potentiel radon de sa commune. La deuxième étape, c'est d'identifier, de qualifier la qualité de construction et les systèmes de ventilation qui sont présents dans le bâtiment. Ça va consister en quoi? Ça va consister en repérer les éléments, qualifier l'étanchéité du sous-sol, enfin de la dalle, et qualifier les possibilités des atmosphères de sous-sol à pénétrer les locaux. Donc, si vous avez des caves, eh ben, c'est voir s'il y a des communications entre ces caves et le premier étage ou le rez-de-chaussée. Si le bâtiment est ancien, ça peut être de rechercher des fissures et ce genre de points. Pour le système de ventilation, bah, c'est le renouvellement d'air. Donc, il faut repérer les systèmes de ventilation qui sont en place
voir s'ils sont en état de fonctionnement correct, voir si l'aération elle n'est pas en provenance de la cave, par exemple, si votre système de ventilation est connecté sur la cave et que ça aspire dans la cave, à ce moment-là, vous voyez bien que c'est pas souhaitable. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut analyser. De même, si vous n'avez pas de système d'aération, est-ce que vous avez des fenêtres ouvertes ou ce genre d'aération naturelle qui pourrait dépolluer une atmosphère polluée? En troisième point, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'activité et les conditions de travail qui favorisent l'accumulation du radon. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste surtout à des locaux qui seraient confinés, donc à la fois sans VMC et sans fenêtre pour aérer. Ça peut également être des locaux en dépression et ça peut également être, on l'a déjà évoqué précédemment, des eaux de surface souterraines qui pénètrent les locaux. Et enfin, donc une fois qu'on a vu les trois premiers points, on peut s'intéresser aux résultats antérieurs de mesurage qui ont été réalisés, alors pas forcément dans votre établissement, puisque sinon vous avez déjà fait votre évaluation, mais surtout au voisinage de votre entreprise. Effectivement, il y a des structures comme par exemple les établissements recevant du public, les ERP, qui, dans certains cas, peuvent être contraints d'évaluer par un mesurage quantitatif en zone 3 l'activité volumique à laquelle ils sont exposés. Effectivement, en zone 3, certains ERP comme les crèches, par exemple, sont contraints d'évaluer le risque radon de manière quantitative. Donc ça, c'est l'étude de voisinage. Hein. Vous avez la liberté d'aller questionner vos voisins pour savoir s'ils ont réalisé cette évaluation et qu'est-ce que les résultats ont donné. Voilà, ça va alimenter votre réflexion pour savoir si un mesurage quantitatif est pertinent. Donc le mesurage, donc comme vous l'a présenté Pascal, voilà, vous avez une fois l'analyse documentaire réalisée, ce mesurage il va être fait uniquement en cas de doute. C'est-à-dire que si vous avez un doute à l'issue des résultats de votre analyse documentaire, il va falloir partir sur un mesurage. Alors ce mesurage, qui peut le réaliser? Eh bien, l'employeur lui-même directement. Ça c'est tout à fait possible. Donc en s'appuyant sur un salarié compétent en interne. On peut avoir l'appui de la CARSAT, et également de prestataires de services directement qui vont venir placer les détecteurs, les envoyer en laboratoire pour analyse directement. Alors, comment il est réalisé? Donc, en fait, avec des détecteurs solides de traces nucléaires. Donc, vous avez des petites images ici pour vous représenter ce que ça représente. La durée de mesurage, en fait, ces détecteurs doivent être placés au minimum dans les locaux de travail. Alors, la durée vraiment strictement minimum, c'est 2 mois. On préconise 3 mois pour avoir vraiment une valeur représentative. Et une fois qu'ils ont été posés pendant 3 mois dans les locaux de travail, ils doivent être analysés en laboratoire par un organisme accrédité COFRAC. Voilà. Il y a une période de l'année pendant laquelle il est préconisé de réaliser en fait ces mesurages. Donc bien sûr quand les salariés sont présents dans les locaux, si jamais c'est des locaux qui sont utilisés que ponctuellement dans l'année, mais surtout pendant la période froide. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. La première, c'est que pendant la période froide, on aère moins les locaux et également que les systèmes de chauffage vont entraîner des mouvements de convection d'air qui vont être à même de faire plus d'accumulation de radon dans les locaux. Donc c'est pour ces 2 raisons qu'on va faire ces mesures pendant cette période-là de l'année parce que en fait, on va être sur des mesures les plus représentatives de l'exposition. Alors, on ne vous a pas vraiment dévoilé tout le protocole de mesure ici dans cette présentation parce que ce serait trop long. Mais pour plus d'informations en fait, sur la méthodologie même de réalisation de ces mesures, si jamais vous souhaitez les réaliser, il y a un guide pratique qui a été rédigé par la Direction générale du travail qui reprend l'ensemble des préconisations sur la méthodologie de mesurage. Donc, il s'appelle Guide pratique prévention du risque au radon. Vous le retrouvez sur Internet. On vous l'a mis en lien directement sur la présentation. Et dedans, en annexe, vous avez vraiment toute la méthodologie qui est très détaillée en fonction de la typologie de vos locaux, en fonction de la surface, en fonction de si vous êtes en étage, si les locaux sont plutôt en open space, s'ils sont fermés, s'ils sont vitrés. Voilà, tout est détaillé dedans.
On vous dira combien de détecteurs il faudra placer en fonction de ça. Donc, vous aurez toutes les réponses qui seront inscrites à l'intérieur. Voilà, donc la présentation est terminée. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas, donc il y a des mains levées, on va aller voir s'il y a des questions. Alors, questions. Donc il n'y a pas de questions pour l'instant. Est-ce que n'hésitez pas à lever la main si vous voulez vous exprimer à l'oral. Alors il y a beaucoup de mains levées. Est-ce que ce sont des questions ou est-ce que ce sont Ah, il y a une question. Non. Donc il y a encore 4 mains levées. Est-ce que vous voulez C'est bon. Monsieur Foudil, je vais vous donner la parole. Vous avez une question? Je vais ouvrir votre micro. Vous allez pouvoir parler. Ah, je sais pas. Bonjour. Ah, bonjour, on vous entend bien. En fait, c'était juste pour vous poser la question. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pourrait récupérer la présentation. Oui. Et c'est via le portail adhérent? Non, non, j'ai vos adresses parce que, enfin, on a vos adresses parce que Ok, vous êtes inscrits. Donc, on va faire un envoi collectif et tous les inscrits auront droit à la présentation. Voilà. Donc, soyez rassurés sur ce point. On vous transmettra aussi le guide ministériel. Vous n'aurez même pas besoin d'aller le télécharger. Donc, je peux vous aurez. enchaîner avec une autre question du coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on est à Lyon 9e et du coup, là, je viens de regarder, notre commune, elle est classée en catégorie 3. Ouais. Euh, et il se trouve que nous, notre entreprise est dans un bâtiment qui est un peu vieux. Même Mm. si on est au premier étage, du coup, là, je regardais un petit peu les tarifs des prestataires et tout ça. Il faudrait qu'on mette en place, du coup, un dispositif de mesure du radon dans les locaux. Ça peut être Alors, nécessaire, mais il faudrait commencer par l'analyse documentaire. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Marie? bonjour. Bonjour. Donc en fait, voilà, c'est dans les étapes qui sont préconisées en fait par la Direction générale du travail, vraiment, en priorité, c'est l'analyse documentaire. Donc effectivement, vous avez vu que vous êtes C'est la première étape, ouais. sur votre arrondissement, vous êtes en catégorie 3. Ceci dit, le fait d'être en étage, c'est un facteur qui va diminuer fortement le risque, bien sûr. La première question, c'est est-ce que vous savez si les personnes qui occupent le rez-de-chaussée ont déjà fait une évaluation? Non. Et, Par et contre, je voilà, sais donc qu'il n'y en a pas de fait, sous-sol. moi, ce que je vous conseillerais, ce serait de reprendre vraiment chaque étape de l'analyse documentaire dans un premier temps. Donc, vous me dites qu'il n'y a pas de sous-sol, mais il y a au moins un rez-de-chaussée, du coup. Et Ouais. est-ce que le rez-de-chaussée est occupé? Je crois qu'en plus pas en ce moment. D'accord. Donc, en fonction de ce que vous retrouvez dans votre analyse documentaire, c'est-à-dire que là, effectivement, le fait d'être en étage, vous êtes en catégorie 3, certes, mais ça ne signifie pas que vous êtes forcément exposé. De l'état de vétusté du bâtiment, mais ça demande d'aller un petit peu plus loin dans l'étude. Et également de savoir si des mesurages ont été faits à proximité. Donc, en fonction de tout ça, D'accord. vous pourrez déterminer s'il y a besoin ou pas de mesurage. Vous avez indiqué qu'il y avait un guide sur la prévention, justement. J'ai juste à suivre le guide et Ouais. je saurai du coup s'il faut Et, que. et- Exactement, en fait, ce guide, vraiment, il détaille toute l'analyse documentaire. Nous, on vous l'a vraiment synthétisé, mais toutes les étapes sont largement détaillées dans ce guide. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. De rien. De rien. Il y a d'autres mains levées, mais c'est des mains levées qui sont anciennes, donc je ne vais pas forcément euh, vous donner la parole. N'hésitez pas à baisser vos mains, comme ça je suis bien sûr de qui a une question à poser.
Ah, il y a des questions qui sont arrivées dans le chat. On peut trouver la présentation, oui. Contrôle tous les 10 ans, c'est ça. Ah. J'ai pas de notion. Donc, apparemment, on n'a pas Donc, la question du contrôle tous les 10 ans, j'ai pas cette notion. Par contre, on va chercher. Hein, je vais voir s'il y a une fréquence de contrôle. J'ai pas la réponse là actuellement. Je peux pas vous répondre tout de suite, mais je vais m'enseigner. Si le bâtiment a été construit en 2015, nous sommes sûrs de ne pas être contaminés. Donc effectivement, s'il a été construit en 2015, c'est un bâtiment qui est récent. Toutefois, s'il y a eu des fissures dans les dalles, s'il y a une cave, à ce moment-là, c'est des éléments qui peuvent être défavorables. Oui, je vous encourage tout de même à vérifier la qualité de construction de votre bâtiment. À savoir qu'en réalité, 2015, c'est sûr que c'est un élément qui va être plutôt favorable. Ceci dit, on a la certitude de ne pas aller plus loin avec l'analyse documentaire à partir du moment où le bâtiment il a le label HQE avec la partie vraiment radon qui a été prise en compte dans la conception du bâtiment. Donc, un bâtiment qui est construit en 2015, c'est plutôt un élément qui est favorable. Mais comme l'a dit mon collègue, il faut vérifier quand même si c'est pas parce qu'il est 2015 qu'il n'a pas subi de dommages. Et s'il n'est pas labellisé HQE et qu'en plus de ça, le radon n'a pas été pris en compte dans sa conception, ce qui est plutôt arrivé à partir de 2018. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, c'est plus récent que ça en réalité. A priori, du coup, il faut quand même l'évaluer. Alors, il y a encore une autre question. Cela me semble clair, si les risques sont évalués supérieurs à 300 becquerels par mètre cube et que des améliorations sont engagées, je pense qu'en fonction de la mise en œuvre d'amélioration, il est conseillé de refaire des mesures. En fait, en réalité, l'analyse documentaire, elle va pas vous permettre de savoir si vous êtes au-dessus de 300 becquerels par mètre cube. En fait, vraiment, c'est juste la première étape pour savoir si vous allez vers des mesurages. C'est le mesurage qui va vous dire si vous êtes à plus de 300. Dans ce cas-là, si vous dépassez les 300 becquerels par mètre cube, des actions correctives doivent être impérativement mises en place pour réduire le risque. Et dans ce cas-là, il faudra refaire un mesurage. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée, mais pour la carte, la précision de la carte sur l'échelle communale, on a posé la question à l'IRSN qui nous a répondu qu'il n'y avait pas de précision en fait, il n'y avait pas de carte plus précise que cette échelle, tout simplement parce qu'en fait, elle est basée sur des cartes géologiques qui sont déjà à l'échelle du 1/25 millième, je crois. Et eux, ils n'ont pas la possibilité de faire finalement, de dire sur la commune, c'est tel territoire de la commune qui est concerné. Ils ont pas ce niveau de précision, c'est impossible à obtenir pour eux. Donc malheureusement, on ne pourra pas vous donner plus d'informations là-dessus. Pour la question par rapport aux bureaux qui sont en zone 1, de savoir si on peut se contenter de l'analyse documentaire, bien sûr, mais en réalité, c'est tout le monde qui peut se contenter de l'analyse documentaire. Même en zone 3, finalement, à partir du moment où on constate que, au fait, soit on est en étage ou alors que le bâtiment il est très récent, il est bien étanche, qu'a priori les VMC fonctionnent parfaitement et que les locaux sont aérés régulièrement, on peut très bien se dire qu'il n'y a pas forcément nécessité d'aller plus loin. Ceci dit, en zone 3, si les locaux sont occupés en rez-de-chaussée ou en sous-sol, on préconise quand même d'aller plutôt vers des mesurages. Le coût des mesurages, je l'ai pas ici en tête, mais en tout cas, je sais qu'un détecteur en lui-même, ça coûte dans les 15 à 20 euros le détecteur. Ceci dit, en fait, ça va être très très variable en fonction de si les mesurages vous les faites vous-même, qu'ensuite vous envoyez vous-même le détecteur en analyse au laboratoire COFRAC ou si vous faites venir un prestataire. Donc on ne peut pas vraiment vous donner une fourchette de prix malheureusement. Et savoir s'il y a une aide, je ne sais pas du tout vous répondre là-dessus non plus, mais peut-être directement auprès de la CARSAT pour les TPE. Ceci dit, je pense que c'est plutôt une aide à l'accompagnement du mesurage. Je ne sais pas si c'est une aide financière, moi en tout cas, j'en ai pas notion, mais je peux me renseigner là-dessus. Ouais. Dans tous les cas, l'analyse documentaire, elle est gratuite. Donc, commencez par cette étape-là. Elle va vous demander juste un petit peu de temps d'étude. Deux petites questions. J'ai raté le début de la présentation sur la définition du radon. Doit-on communiquer aux salariés et procéder aux évaluations? Pour moi, c'est pas incompatible. Vous pouvez déjà très bien
en parler à vos salariés, hein, évoquer le fait que vous êtes par exemple en zone 1, 2, 3, que l'évaluation de risque radon est obligatoire pour toutes les entreprises au même titre que les risques psychosociaux ou les risques professionnels. Donc, et que vous procédez de ce fait-là à l'évaluation du risque radon, que ça commence par une analyse documentaire, que vous allez donc faire une petite étude concernant tous les points de la documentaire, et que vous allez voir ensuite si nécessaire, éventuellement, il faudrait procéder à un mesurage quantitatif. Il ne s'agit pas de tomber dans la psychose, il s'agit juste de procéder étape par étape pour justement essayer de démystifier le risque qui peut être un petit peu anxiogène, mais non, de le prendre vraiment plutôt étape par étape pour avancer sereinement. Pour compléter le propos de mon collègue, c'est-à-dire que vu que c'est inscrit dans le document unique d'évaluation des risques, c'est porté à la connaissance des salariés, donc effectivement, ça vaut le coup au moins de l'expliquer pour éviter d'engendrer un effet un peu anxiogène par rapport à ce risque qui est méconnu. Je reviens sur une question de savoir notamment sur la compétence du salarié qui pourrait effectuer les mesures en interne dans l'entreprise. Pour Madame Fabreg, ici, il n'y a pas de compétences spécialement retenues par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, un préventeur HSE peut tout à fait prendre en charge ces mesures. Ceci dit, en fait, la notion de compétence, elle va rentrer en jeu si jamais vous avez des dépassements du niveau de référence et donc une exposition au rayonnement ionisant qui va nécessiter ensuite de définir des zones radon dans votre entreprise. Mais ça, c'est vraiment un niveau où si vous avez des expositions qui vont dépasser le niveau de référence, donc ce sera plus tard. C'est-à-dire que dans ce cas-là, il faudra nommer une personne compétente en radioprotection. Mais ça ne concerne pas le mesurage en tant que tel, ça concernera la gestion du risque rayonnement ionisant par la suite si jamais vous en découvrez dans votre entreprise. Donc ce sera dans un second temps. Voilà, donc ça on a déjà répondu. Sur le coût approximatif, quand même, on sait que les détecteurs, ils coûtent une vingtaine d'euros. C'est l'analyse par un laboratoire accrédité COFRAC qui va être un petit peu plus cher. Cependant, on peut estimer à moins de 500 euros par détecteur. Bon, je crois qu'il y a une liste de... Pour la liste des entreprises agréées pour mesurer le taux radon. Donc ça, on va pouvoir vous envoyer une liste des entreprises qui sont agréées justement. Elle est disponible directement sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire, mais normalement elle est possible d'extraire. Si je peux l'extraire, je vais vous l'envoyer directement aussi avec les documents. Pour la question de Madame Montex, vous êtes en catégorie 3 avec des locaux en sous-sol et des locaux qui sont non récents, et vous demandez s'il est possible de se lancer directement dans le mesurage sans faire d'enquête de voisinage ou même, j'imagine, sans faire d'analyse documentaire. C'est tout à fait possible. Je dirais même que, honnêtement, à votre place, je ferais pareil. Parce qu'en réalité, là, vous avez des facteurs qui sont vraiment lourdement défavorables. Et du coup, en réalité, un mesurage va au moins vous permettre de rapidement avoir une réponse et une réponse fiable. Parce que de toute façon, a priori, vu les critères que vous annoncez, votre analyse documentaire va vous orienter vers des mesurages. Voilà, donc ce que je peux vous dire par rapport à ça. Oula. 3 niveaux, rez-de-chaussée, étage, juste. Ok, donc pour Madame Malonga, donc vous êtes en zone 3 sur un bâtiment qui est relativement récent, 2022, hein, donc c'est très récent, avec des niveaux en rez-de-chaussée et étage et rez-de-jardin. Là ici, effectivement, c'est vraiment votre analyse documentaire elle va être à développer. C'est-à-dire que vous avez un facteur aggravant du fait de la zone potentielle radon qui est un risque fort. Ceci dit, voilà, votre bâtiment est récent, vous avez a priori pas de sous-sol. Donc voilà, il faut voir vraiment l'état de structure de votre bâtiment, étant donné qu'on n'a pas les informations là-dessus, on va pas pouvoir aller plus loin dans la réponse. Mais c'est ça qui va être déterminant, et notamment savoir comment sont occupés vos locaux, savoir si les maintenances des installations de ventilation sont faites régulièrement. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui vont être très importants et qui vont être déterminants de savoir si on va s'orienter ou pas vers un mesurage.
Donc, Madame Potel, vous êtes dans une zone industrielle de l'entreprise et vous demandez si l'analyse peut être géographique applicable à tous les copropriétaires. D'après la loi, c'est l'employeur qui doit faire le mesurage. Donc ici, la notion de copropriété, j'en ai pas trop la notion. À savoir que c'est un risque. En fait, je pense que d'une manière logique, ça dépendra de la surface qui est occupée par votre copropriété. C'est-à-dire que si c'est une zone industrielle qui est très étendue, ça me semble pas forcément pertinent dans le sens où même pour 200 mètres carrés de locaux de travail, on va placer plusieurs détecteurs déjà au sein d'un même local. Donc a priori, si jamais vous faites une analyse commune pour toute la zone industrielle, dans tous les cas, il va falloir faire des mesures chez vous directement a priori. Donc là, on a répondu à toutes les questions du chat. Si, n'hésitez pas à continuer de nous écrire, hein. On est encore là pour quelques minutes. Comment? Ouais, oui, effectivement. Donc là, on peut rappeler ce que j'avais dit au démarrage, mais tout le monde n'était pas présent. On vous propose une nouvelle session de questions-réponses le 29 novembre 2023 à 14 h. C'est un mercredi. Pour rééchanger avec vous après votre démarrage de démarche, hein. On va vous envoyer tous les documents qui vont vous permettre de démarrer votre analyse documentaire, éventuellement le mesurage si vous choisissez directement de passer par cette stratégie. Et vous allez être confronté à potentiellement des problèmes, des interrogations. Et donc, nous vous proposons ce rendez-vous du 29 pour évoquer avec vous toutes les questions qui seront relatives à la mise en place de l'évaluation dans votre entreprise. Donc, vous recevrez une invitation et un lien d'inscription à ce webinaire questions-réponses le 29 dans la réponse qu'on va vous faire à la fin du webinaire. Donc là, il y a une question, Madame Potel, donc par rapport au fait que ce gaz vient du sol, et vous posez la question de savoir pourquoi il faut analyser les bâtiments. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un gaz radioactif qui pénètre directement par des défauts d'étanchéité du sol des bâtiments. Donc en fait, il va s'accumuler dans l'air intérieur des bâtiments. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas capter en fait ce gaz radioactif qui est directement présent dans les roches et dans le sol, dans le sous-sol qui est situé vraiment sous la dalle de béton qui constitue votre bâtiment. Donc en fait, il va y avoir des porosités qui vont faire passer en fait ce gaz radioactif directement du sous-sol vers votre soit sous-sol, soit rez-de-chaussée, et qui va s'accumuler dans les locaux de travail et entraîner à une exposition au rayonnement ionisant. Donc en fait, il y a aucune solution technique qui aujourd'hui n'est en mesure de pouvoir capter en fait ce gaz autrement et l'éloigner en fait des locaux. Le seul moyen, c'est vraiment, ce serait en fait, c'est les préconisations du CSTB, c'est le guide de référence hein, sur les travaux, les préconisations de travaux dans les bâtiments. On peut vous le fournir aussi également. Hein, c'est un document qui est téléchargeable sur Internet gratuitement et qui va vous dire qu'en fait, c'est l'étanchéité des sols qu'il faut prioriser en cas de dépassement et bien sûr aussi le bon niveau d'aération et de renouvellement d'air. Mais voilà, c'est les seuls moyens techniques aujourd'hui qui existent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également nous les poser par mail un petit peu plus tard. Donc je note en tout cas qu'il y avait une question sur la fréquence de contrôle à 10 ans. Et ça, vraiment, je préfère pas vous répondre tout de suite parce que j'ai pas la réponse comme ça. Et également sur l'aide financière. Donc ça, on va pouvoir essayer de vous apporter des réponses là-dessus. On est en lien direct avec un groupe de travail au niveau régional qui est composé par la DREETS, l'Agence régionale de santé, l'Autorité de sûreté nucléaire, avec laquelle on se réunit tous les mois sur ce sujet. Donc, on va pouvoir éventuellement faire remonter vos questions pour avoir des réponses plus précises et qu'on pourrait vous apporter éventuellement soit pendant notre rendez-vous du 29 novembre ou alors même par mail directement quand on aura la réponse.
Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, en tout cas, on vous remercie pour votre participation. J'avais vu une main levée récente, mais je ne sais plus. Non, elle a disparu. Très bien. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, effectivement, nous allons clore le webinaire maintenant. Ou alors continuer de nous écrire. Très bien. Bonne journée à tous. Et puis rendez-vous le 29 novembre. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.